Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 13h à la une de l'actualité. Les projets de développement, les programmes d'emploi pour les jeunes, la facilitation de l'entrepreneuriat, ce sont là quelques actions du gouvernement ivoirien saluées par la jeunesse du pays. Championnat du monde d'athlétisme Londres 2017, les Ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou courent ce dimanche les demi-finales du 100 mètres dames. Et puis en Mauritanie, les résultats du référendum sont attendus ce dimanche. L'enjeu reste le taux de participation, car une coalition de partis d'opposition et la société civile avaient appelé au boycott. Bonjour à tous, merci de nous suivre aujourd'hui dimanche 6 août. Elle a été célébrée le 31 juillet dernier, la journée internationale de la femme africaine, aussi appelée journée panafricaine de la femme. C'est une opportunité pour les femmes de faire le point des réalisations accomplies en faveur de l'égalité des sexes et de renforcer les débats autour de leurs droits et du développement en Afrique. C'est de cela que nous parlons dans le magazine de ce dimanche avec la première responsable du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Madame. Merci d'être avec nous. Nous vous retrouvons tout de suite après le point de l'actualité. À tout à l'heure. La jeunesse ivoirienne s'est mobilisée hier après-midi pour rendre hommage aux actions du gouvernement ivoirien et du chef de l'État. Des témoignages de jeunes, des enseignements des plus âgés. Abou Sanogo revient en images sur cette rencontre du Palais des Sports de Treichville. Parc des Sports Archicombe. La jeunesse rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour la parfaite organisation des 8e Jeux de la francophonie et pour toutes ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. À ce grand rassemblement de la jeunesse ivoirienne venue traduire sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République, l'occasion était bonne en présence de 5 membres du gouvernement pour faire des témoignages. Je suis un jeune planteur. Avant, quand le président donne le prix de cacao, s'il dit à 800, les gars s'en vont, ils payent ça à 600. On ne peut pas parler, quand on parle, on dit là-bas, le prix a chuté. Maintenant, quand le président Ouattara est venu, on a vu que le prix que lui donne, ça reste. Il n'y a pas de changement. Ça fait 2 ans. 2 ans, moi, ce que moi-même j'ai fait, j'ai vu ça. Je remercie le président Ouattara. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué l'initiative des jeunes qui se sont engagés à soutenir le chef de l'État et les invite à l'accompagner dans son œuvre de construction de la Côte d'Ivoire. Nous avons compris le message de la jeunesse. La jeunesse de Côte d'Ivoire veut aller de l'avant. Les jeunes veulent du boulot. Les jeunes veulent du boulot. Croyez-moi, c'est l'engagement du président. Mais pour avoir du boulot, il faut d'abord que le pays soit en paix. Quand le pays est en paix, tous les investisseurs viennent. Les grands événements ont lieu en Côte d'Ivoire. Et ces grands événements ont un impact sur le boulot. Quelle que soit votre situation, aucune impatience ne doit faire qu'on ne soit pas avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je suis heureux qu'en ce moment où certes beaucoup de jeunes veulent des emplois, mais ils disent merci au président Alassane Ouattara. Parce que les jeunes savent que le pays a changé. Les jeunes savent que le pays est en train de changer positivement. Tout le monde est ici. C'est vrai. On n'est pas encore tous satisfaits, mais le chemin est bon. Donc nous devons le consolider. Nous devons le renforcer. Et le renforcer, c'est d'être derrière le président qui fait ce travail. Il a initié des projets qui vont finir en 2020, en 2021. Ça veut dire que ce n'est pas sa personne, c'est l'avenir. Il investit dans ce qui n'hypothèque pas l'avenir de la jeunesse ivoirienne. Donc, chers jeunes, croyez en vous, croyez en la Côte d'Ivoire, ayez confiance au président Alassane Ouattara. Oui! Oui!
Cette grande mobilisation de la jeunesse ivoirienne sera étendue à l'ensemble des autres villes du pays. Des réactions à chaud de personnalités et de jeunes présents à cette grande rencontre. Je relève que cette jeunesse-là était certes politique pour certains, mais aussi apolitique pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est vraiment dans sa coloration multiple que les jeunes se sont réunis pour dire merci, Président Ado, tout ce que tu fais pour la population ivoirienne, pour les jeunes ivoiriens en particulier, par rapport à leur avenir. Grand discours du ministre d'État, premier jeune auprès du Président de la République, qui a donné le cap à suivre et j'espère que l'ensemble des jeunes ont compris ce message fort. Avec la jeunesse. Et tout le monde était vraiment content d'être là pour venir rendre cet hommage au Président de la République. Je suis sûr qu'avec une jeunesse aussi responsable, nous ne pouvons pas dire mieux. Cette jeunesse-là, elle a démontré là que la Côte d'Ivoire en 2020 serait un pays prospère. Et nous sommes convaincus que derrière le Président de la République, nous n'avons plus de doute à nous faire. Nous sortons de ce rassemblement très satisfaits et c'est l'occasion de réitérer tous les remerciements au Président de la République qui a tant donné à sa jeunesse. Direction le Lodjibois qui célèbre aussi le développement, qui salue les efforts du gouvernement et du chef de l'État. Ces chants qui résonnent et ces pas qui trépignent avec énergie ne sont qu'une entrée en matière du grand hommage témoigné au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement par les populations du Lodjibois, elles qui sont venues de toutes les contrées du Lodjibois pour lui témoigner leur affection. Une cérémonie hommage tenue en présence de Clarisse Duncan, l'épouse du vice-président, d'Adama Bictogo, le représentant du Premier ministre, de Charles Dibi Kofi, cadre du PDCI et président du Conseil économique et social, et du ministre d'État, Aoussou Diojano. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons foi en lui et que ce second mandat soit le mandat de la confirmation, le mandat du développement spécifique de notre zone, avec un plan Marshall, nous le souhaitons vivement, un plan Marshall pour nos routes. Un plan Marshall pour davantage positionner la région du Lodjibois. Nous sommes rassemblés ici à Divo, sur le boulevard bien nommé, le boulevard Alassane Ouattara, pour exprimer à la face de la nation notre fierté d'avoir Alassane Ouattara pour président et lui manifester la chaleur de notre attachement. Comment peux-tu en être autrement quand on sait que par son action, le président a su tirer en un temps record notre pays plongé dans les abîmes par la longue crise militaro-politique pour le hisser au niveau des économies africaines les plus performantes. L'œuvre est gigantesque. Adama Bictogo, le représentant du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a appelé tous les Ivoiriens à faire bloc autour du chef de l'État pour le développement de la Côte d'Ivoire. À vous, population de cette région, on ne saura jamais comment vous dire merci. Vous avez plébiscité le président Alassane Ouattara en 2015. En tant que citoyen, vous êtes en droit d'attendre. Mais je peux, sans me tromper, vous dire qu'Alassane Ouattara vous dit merci. Merci à vous tous. Et qu'Alassane Ouattara est à votre écoute. Vos messages seront entendus. Propos réaffirmés par Charles Dibi Kofi, cadre de la Maraoué. Nous sommes là pour rendre un hommage très appuyé à ce digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Et faisons entièrement confiance au président Alassane Ouattara qui collabore étroitement avec son aîné, le président Henri Konan Bédié. Notre gouvernance assurée par le président de la République rassure les investisseurs. C'est dans la pure tradition d'Ida que la cérémonie hommage au chef de l'État s'est poursuivie, laissant le libre choix à l'art de la parole de s'exprimer et de terminer. L'Association internationale des parlementaires pour la paix, section Côte d'Ivoire, a été investie à l'Assemblée nationale. Elle vise à contribuer à la promotion de la paix et de l'unité nationale. Fidèle Aigné et Grace Kando. Guillaume Soro, Amadou Gon Coulibaly et Charles Kofi Dibi, distingués par la Fédération universelle de la paix. Ces trois personnalités, ambassadeurs de la paix, leurs prix ont été réceptionnés par leurs représentants
Au cours de la cérémonie de mise en place de l'Association internationale des parlementaires pour la paix en Côte d'Ivoire, une association qui regroupe des députés ivoiriens acquis à la cause de la paix. Plus que n'importe qui, nous sommes conscients qu'il faut qu'il y ait la paix dans notre pays. C'est pour ça que les parlementaires réunis au sein de cette association ont décidé de prendre les taureaux par les cornes pour aller porter dans les hameaux, dans les villages, dans les villes de la Côte d'Ivoire, la nouvelle de la paix. L'Association internationale des parlementaires pour la paix émane de la Fédération universelle de la paix, dont le rôle est de contribuer à la promotion de la cohésion sociale. Les députés sont au contact du peuple. Et c'est ce peuple qui a des problèmes de paix. Donc, en l'écoutant ce peuple, ils sont à même de savoir d'où vient le mal et d'aller soigner ce mal avec les valeurs et les principes de paix. Chefs traditionnels et guides religieux saluent la mise en place de cette association. Nos députés sont les premiers qui sont en contact avec la population. Et par cette prise de conscience, ils vont aller vers la population et parler des problèmes de paix. Nous avons vivement besoin d'agents qui puissent travailler à l'établissement de la paix. L'Association internationale des parlementaires pour la paix a été créée en 2015. Elle est installée dans 63 pays et vise la construction d'un monde de paix. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel et le Centre de recherche économique et sociale ont signé une convention. Quels en sont les objectifs? Ahmed Traoré et Herman Guivet. Négocier des accords de partenariat diversifiés en nouant une collaboration dynamique avec d'autres institutions et administrations nationales. C'est le but du partenariat entre le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, et le CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Pour le président Charles Dibi Kofi, cette coopération est inédite. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'une institution de la République initie sous la forme d'une convention un partenariat avec un organisme spécialisé. Nous sommes à la quête de l'excellence. Et c'est parce que nous sommes à la quête de l'excellence que nous nous rapprochons de ceux qui sont excellents, c'est-à-dire vous, le CIRES. Nous nous sommes donnés pour objectif de ne pas nous contenter de donner des avis de façon exclusive, mais de donner des avis de façon inclusive, c'est-à-dire faire appel à des spécialistes, à d'autres chercheurs, faire appel à des compétences pour que ceux-là puissent nous accompagner dans la formulation de nos avis, de sorte que ces avis-là soient des avis assez partagés pour qu'ensemble, nous puissions les soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce rendez-vous a été également l'occasion pour la dédicace de l'œuvre Analyse économique de l'éducation en Afrique subsaharienne, une œuvre de 233 pages conçue pour contribuer à la réussite individuelle et réalisée par le professeur Joseph Yao et le docteur Patrick Ngouan, tous deux diplômés en sciences économiques et de gestion. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan célèbre son trentenaire. Une journée officielle a été dédiée au président de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso. Et plusieurs personnalités des métiers de la mer ont été distinguées. Chaque connaît. Parée de ses plus beaux habits, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, a dédié la 3e journée de son trentenaire à son parrain, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, représenté par son ministre des Affaires foncières, Martin Nkoussouma Vungu. En choisissant Denis Sassou Nguesso comme parrain de votre promotion, vous avez choisi de partager l'excellence. Il s'agit maintenant, pour les 30 ans autres années à venir, de trouver les stratégies idoines pour mieux contribuer à l'éclosion d'une économie bleue prospère en Afrique. La distinction d'anciens directeurs, des dirigeants actuels, de plusieurs ministres, dont le contre-amiral Mohamed Lamine Fatiga, a été l'un des temps forts de cette journée. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan est en effet le fruit de la vision d'un homme de génie, le président Félix Houphouët-Boigny. Vieille de 30 ans,
La RSTM a formé plus de 8000 cadres. Malheureusement, la faible contribution financière des États membres perturbe quelquefois le fonctionnement de l'institution. C'est le lieu de lancer un appel aux États pour le règlement assidu de leurs contributions. À titre de rappel, à ce jour, les arriérés s'élèvent à plus de 2 milliards de francs CFA. Des défis qu'a su relever donc notre académie, certes avec beaucoup de difficultés, notamment financières. C'est le lieu de rappeler aux États membres leur obligation donc de contribuer plus activement à son fonctionnement par le paiement des différentes contributions. Dans une ambiance festive, cette troisième journée s'est soldée par la remise des barres, l'inspection des troupes, la pose des épaulettes, suivie du baptême de la promotion sortant des élèves officiers. Transport aérien, Air Côte d'Ivoire vient d'obtenir la certification IOSA, un document qui atteste que les appareils de la compagnie nationale respectent les normes de sécurité recommandées par l'aviation civile internationale. Francis Boifo. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, certifiée Audit de sécurité opérationnelle de l'Association de transport aérien international, IATA. 2 semaines après l'acquisition du premier Airbus A320, le certificat IOSA est remis à son président du conseil d'administration. Ce certificat IOSA qui dit à toutes les compagnies dans le monde que les avions d'Air Côte d'Ivoire sont bien entretenus, que les procédures utilisées par Air Côte d'Ivoire pour l'exploitation de ces avions sont des procédures aux normes, qui respectent toutes les normes de sécurité, que le personnel d'Air Ivoire a la formation qu'il faut, a la qualification qu'il faut, que rien n'est pris à la légère pour assurer la sécurité des vols. C'est sûr, ça va leur donner une augmentation financière et opérationnelle qui est désirée. Parce qu'il est désormais possible pour Air Côte d'Ivoire de nouer d'autres relations commerciales avec des compagnies aériennes internationales et régionales. Avec Air France, avec Kenya Airways, avec Air Burkina, on peut partager leur réseau et donc élargir notre réseau actuel. La certification IOSA délivrée à Air Côte d'Ivoire est renouvelable tous les 2 ans. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'aviation civile ivoirienne avec les certifications TSA et OACI de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et le dynamisme impulsé depuis 2014 par l'ANAC Côte d'Ivoire en matière de mise aux normes de l'aviation civile internationale. L'aviation civile ivoirienne est en train de marcher tout droit vers l'objectif fixé par le chef de l'État, faire notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et cela passe effectivement par la constitution d'un hub fort à Abidjan. Et je pense que ça, c'est déjà une réalité. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et d'Aïria, invite les acteurs de l'aviation civile ivoirienne à toujours travailler dans un esprit d'équipe pour faire de l'aviation civile ivoirienne une référence. Dans le domaine de l'artisanat, installation du comité électoral de la Chambre des métiers, il s'agit de renouveler le bureau de la Chambre et c'est le ministre Souleymane Diarra qui a installé ce comité électoral. Francis Boifo. Le directeur général de la décentralisation nommé président du comité électoral de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. À ses côtés, 8 autres membres. Ils ont reçu du ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME leurs attestations de prise de fonction. Je reste convaincu que l'objectivité et la stricte neutralité dans le traitement des affaires qui vous seront présentées ne seront à aucune façon prises à défaut. La Chambre nationale des métiers a en charge l'encadrement, l'organisation des métiers artisanaux et des acteurs. Elle coordonne les relations entre les artisans et le gouvernement. C'est donc un maillon essentiel dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement et de la promotion de l'artisanat. Le comité que je dirige va s'attacher à respecter et à exécuter les dispositions des textes qui encadrent ce processus. Je voudrais rassurer les uns et les autres sur notre volonté, tous les membres du comité, à faire en sorte qu'au terme de ce processus, les organes soient des organes légitimes et crédibles. Il faudra encore attendre quelques jours pour connaître le calendrier électoral pour le renouvellement des instances dirigeantes de la Chambre nationale des métiers. Le secteur de l'artisanat contribue à environ 12% du produit intérieur brut.
De l'artisanat à l'agriculture, la Promac vient de lancer à Gagnoa un concours national pour désigner le meilleur technicien de greffage d'EVA en Côte d'Ivoire pour l'année 2017. Ce concours s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la création de plantations d'EVA. Il est piloté par le Fonds de développement EVA. Isaïo. Qui de ces greffeurs sera le meilleur pour 2017? Telle est la question à laquelle sera donnée une réponse à l'issue de ce concours de meilleur greffeur d'EVA lancé par la Promac à travers son fonds de développement EVA. Faire un concours du meilleur greffeur va permettre vraiment de sélectionner les personnes qui sont capables de former, d'encadrer les autres et puis d'aider cette culture à prendre vraiment sa place. Parce qu'un mauvais greffage, c'est une mauvaise plantation. La Promac vise la création de 300 000 hectares d'EVA à l'horizon 2020. Puis arriver, un fonds de développement EVA est créé qui déploie diverses stratégies aux normes desquelles la création de communautés productrices de plants de qualité sur pépinière. On dénombre à ce jour 96 communautés réparties sur toutes les zones du pays favorable à la culture de l'EVA. Nous avons les ambitions pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. On est déjà premier dans la production en Afrique, 7e au monde, mais nous voulons mettre l'accent maintenant sur la qualité pour que notre caoutchouc soit recherché sur le marché mondial et qu'on ait une plus-value en termes de prix. Le concours du meilleur greffeur d'EVA 2017 rentre dans un grand ensemble de sous-compétitions dont le but final est de désigner la meilleure communauté productrice de plants de qualité et aussi dans la création du plus grand nombre de plantations d'EVA. Premier décollage depuis la Côte d'Ivoire pour le pèlerinage à la Mecque Hadj 2017. 450 pèlerins ivoiriens qui ont reçu avant leur départ une délégation de soutien des autorités ivoiriennes et saoudiennes. Moussa Konaté. Premier vol du Hadj 2017 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce samedi, il est 22h. Ces pèlerins se soumettent aux procédures de contrôle avant l'embarquement dans l'avion pour se rendre en Terre Sainte. Beaucoup de stress, mais aussi beaucoup d'espoir. Et quant à la chance qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a accordée pour aller faire ce pèlerinage. Parce que beaucoup de gens aimeraient être à notre place, beaucoup de musulmans. Mais Allah n'a pas facilité. Nous, on a eu beaucoup de chance et on loue Allah pour cela. Et nous sommes très heureux. On prie bon Dieu parce qu'il nous a inscrits dans 2017 Hajj. Dieu merci. On prie Dieu pour aller en bonne santé et puis revenir en bonne santé. Ceux qui n'ont pas eu aussi, que Dieu fasse qu'ils vont aussi un jour. On est déjà à bord de l'avion en bon état. L'organisation s'est bien passée. De la mosquée jusqu'ici, on n'a pas eu de l'obstacle, on n'a pas eu de problème. Ouais, tout s'est passé bien. Les premiers pèlerins en route pour Médine reçoivent la visite des autorités ivoiriennes. La délégation est conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Je suis ici pour exprimer aux pèlerins le soutien du président de la République et de l'ensemble du gouvernement ivoirien, les encouragements du président de la République à toutes ces personnes, à toutes ces femmes et ces hommes qui ont décidé cette année d'aller effectuer leur pèlerinage à la Mecque, respectant ainsi le 5e pilier de l'islam. Soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux pèlerins réaffirmé. Aussi une invitation au respect des consignes pour un meilleur accomplissement du Hadj. Nous leur demandons de respecter toutes les consignes de discipline que leur donneront les encadreurs du commissariat du Hadj pour faciliter leur séjour et surtout pour leur permettre de réussir la réalisation de tous les rites qu'exige le Hadj. La Côte d'Ivoire enregistre 5 820 pèlerins cette année, dont 4 200 issus du contingent étatique. Au total, 9 départs sont prévus. Le premier vol, à son bord, 450 pèlerins, a décollé à 23h52 minutes. Protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est à Méranès, le CLAP en France, qu'ils sont allés prier pour promouvoir l'amitié et la paix entre les nations et les églises chrétiennes. Hamza Diaby.
Ils sont au nombre de 45, ces militaires et paramilitaires ivoiriens qui ont effectué le déplacement à Méjeanne-le-Clap, à 800 km de Paris en France, pour prendre une part active au rassemblement militaire protestant dénommé RIMP. Un pèlerinage qui réunit les militaires protestants et évangéliques de Côte d'Ivoire et ceux des églises révélées d'Afrique. Il vise à promouvoir l'amitié et la paix entre les nations et les églises chrétiennes. Chapelets, louanges et prières étaient au menu de ce rendez-vous. C'est le Christ qui a été magnifié et nous sommes venus nous ressourcer et en fait prier pour notre pays, prier pour les autorités, depuis le président de la République jusqu'au ministre de la Défense, jusqu'au chef d'état-major général. Autre temps fort de ce pèlerinage, une visite guidée des sites touristiques de Méjeanne-le-Clap, des sites où les premiers chrétiens protestants français se cachaient ou se réfugiaient. Il s'agit entre autres du musée du désert et de la grotte aux salamandres. Le Rassemblement international militaire protestant, qui est à sa 66e édition, a pris fin par un défilé militaire. Dans moins d'une semaine, ce sera le pèlerinage à Lourdes. Et pour le bon déroulement de cette rencontre annuelle des chrétiens catholiques du monde, les pèlerins participent à une recollection où ils prennent note des dernières recommandations. Serge Colléa. Chaque année, des milliers de pèlerins du monde entier se rendent à Lourdes pour le pèlerinage. Cet exercice spirituel consiste à rompre avec ses habitudes, donner un sens à sa vie. La Côte d'Ivoire sera à ce grand rendez-vous avec plusieurs délégations. Aux pèlerins qui vont à Lourdes, c'est un acte de foi que nous allons faire. Un acte de foi, un acte de pardon, un acte de réconciliation. Et donc il faut être dans les dispositions requises pour pouvoir vivre pleinement ce pèlerinage et éviter surtout le côté mercantile où on va pour faire des emplettes. Le plus important, c'est la rencontre avec notre Seigneur. Cette année, le thème choisi par le sanctuaire de Lourdes est « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Le Seigneur fit pour moi des merveilles est tiré du cantique Le Magnificat de la Vierge Marie. Elle a chanté ce Magnificat dans la maison de Zacharie lorsqu'elle est allée rencontrer sa cousine Élisabeth. De cette rencontre ont jailli des paroles de bénédiction. C'est pourquoi, selon le père Philippe Kouadou, aller à la rencontre de Jésus par Marie est une bénédiction pour les pèlerins qui se font humbles, petits, car plus le chrétien se fait petit, plus il est grand pour Dieu. Pour le père Kouadou, Dieu ne regarde pas les apparences, les titres, mais les cœurs. Cette rencontre a été marquée par des confessions et une célébration eucharistique. Championnat du monde d'athlétisme, le Jamaïcain Usain Bolt termine sa carrière par une 3e place. Il a été battu par Justin Gatlin pour son dernier 100 mètres. Les images de cette course. Bolt qui, comme d'habitude, part très mal, alors que c'est bien pour Coleman. Bolt qui va être en difficulté et qui va essayer d'accélérer. Usain Bolt qui va essayer de passer Coleman. Bolt qui va essayer de passer, il a perdu Bolt. Il a perdu. Gatlin qui réussit une course formidable comme Coleman. Est-ce que ce n'est pas Coleman qui gagne? J'ai l'impression que c'est Coleman. Je crois que c'est Gatlin qui passe à l'extérieur au couloir 7. Bolt a perdu. Bolt a perdu la dernière course de sa carrière. Et Justin Gatlin. Ah, c'est terrible! Les huées de tout le stade! Gatlin qui va vouloir faire taire tout le monde avec cette victoire et après il va embrasser son meilleur rival de ces dernières années. Et c'est Bolt qui va faire taire le public et qui va dire voilà un champion du monde, arrêtez, respectez-le. Et Gatlin est à genoux devant Bolt. Le petit doigt devant la bouche, il a raison Gatlin, parce que c'est la meilleure réponse. Si c'est lui qui a gagné, vous avez le bon oeil Jean. 9,92 alors que j'avais l'impression que Coleman allait la prendre. Et c'est au moment où Nico... Et ce dimanche à Londres, les Ivoiriennes Marie-Josée Talou et Muriel Aoré vont courir les demi-finales du 100 mètres dames. Finale Coupe nationale de football ici en Côte d'Ivoire. L'Africa Sport et l'AS Tanda s'affrontent cet après-midi au stade Robert Champroux de Marcory. Les Aiglons vont tenter de remporter leur 17e trophée. Les Étoiles du Gontougo rêvent d'un premier sacre en Coupe nationale. Moyabi Diabaté, Samuel Medj. Si l'AS Tanda dispute sa première finale de Coupe nationale, ce n'est pas le cas de l'Africa Sport.
Vainqueur à 16 reprises de cette compétition, le dernier sacre remonte à 2015. L'Africa a réalisé un parcours sans faute lors des éliminatoires. Les Aiglons ont d'abord battu l'AS Denguélé 5-4 au tir au but en 16e de finale. Ensuite, Sol FC en 8e de finale, 1-0 et l'Alliance Indéniée d'Abengourou 2-0 en quart de finale avant de valider le ticket pour la finale face à l'Asie 4-3 au tir au but en demi-finale. Les enjeux sont énormes pour les Verts et Rouges lors de cette finale. Akakwame et ses poulains qui n'ont pas encaissé le moindre but lors des éliminatoires chercheront à garder leur invincibilité en comptant sur leur gardien Blaisadi Hortalin, le défenseur Opoku Richemont, le milieu Guiagon Parfait et l'attaquant Gonazobi. Cette finale va constituer une sorte de revanche pour les Aiglons qui ont été battus à 2 reprises cette saison en Ligue 1 par l'AS Standard. Autre enjeu, sans doute le plus important, cette finale est l'occasion en or pour l'Africa d'être de sa propre volonté sur la scène continentale. Occasion évidemment que l'équipe va s'efforcer de ne pas obtenir par défaut. En Mauritanie, les résultats du référendum sont attendus ce dimanche. L'enjeu du scrutin reste le taux de participation. Une coalition de partis d'opposition et la société civile avaient appelé au boycott. L'autonomisation de la femme, sa pleine participation au processus de développement économique et social, il en a été question lors de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine. Quelles sont les avancées que la Côte d'Ivoire enregistre en la matière? Maria Toukone, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, est sur le plateau du magazine de ce dimanche. Rebonjour Madame la ministre. Bonjour Madame. Avant d'aborder ce sujet, nous allons suivre ensemble le reportage réalisé par Herman Guivet. Parées de perles et vêtues de tenues traditionnelles, les femmes de divers pays africains sont à Abidjan pour magnifier la femme africaine. Pour cette célébration, l'accent est mis sur les acquis dans la lutte pour l'égalité, l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on magnifie les neurones de la femme africaine. Ce qu'elle est capable de faire parce que nous avons décidé de nous inscrire au cœur du développement. La femme africaine, c'est aussi la femme des champs qui travaille chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est la femme cadre de haut niveau qui veut participer au développement, qui veut prendre des décisions. C'est la jeune fille qui cherche du travail, qui a besoin d'être encadrée. À cette occasion, la Malienne Awa Keïta, l'une des pionnières de la Journée internationale de la femme africaine, a été honorée par ses pairs, un acte apprécié par les femmes maliennes. Cela représente un grand événement pour nous. Surtout le thème est dédié à notre tante, à notre maman, à notre grand-père, Madame Awa Keïta. Président cette cérémonie, le ministre Kone Mariatou entend tout faire pour la vulgarisation de la célébration de cette journée. Les organisations de femmes africaines présentes à cette cérémonie ont demandé à la première dame, Dominique Ouattara, marraine de cette journée, la construction d'une banque et une maison pour les femmes à Abidjan. La Journée internationale de la femme africaine a été promulguée le 31 juillet 1962 par l'ONU et l'OUA, devenue UA, Union africaine. Voilà, la Journée internationale de la femme africaine, c'était donc le 31 juillet dernier. Madame la ministre, quels ont été les enjeux de cette journée ici en Côte d'Ivoire? Je vous remercie pour l'opportunité que vous donnez au ministère en charge de la femme pour parler des femmes. Le 31 juillet dernier, c'était la célébration de la Journée de la femme africaine. Les enjeux, c'était de pouvoir montrer à la nation ivoirienne, aux femmes de Côte d'Ivoire, tout ce qui a été fait pour la femme, les acquis, les difficultés, les défis à relever et surtout les perspectives. Donc, c'était essentiellement cela la journée. D'accord, nous reviendrons en détail sur ces points. Mais déjà, quel a été le bilan de cette édition 2017 puisque c'est la 3e en Côte d'Ivoire? C'est une journée qui a été vraiment saluée par toutes les femmes, appréciée, dans la mesure où la célébration se fait depuis 1962, mais c'est la première fois que le gouvernement de Côte d'Ivoire était présent aux côtés des ONG féminines pour célébrer la femme africaine. D'accord. Et nous sommes en 2017. Quelles sont les avancées que le pays enregistre donc en matière de promotion de la femme? Je vous remercie. En matière d'avancées,
nous pouvons citer 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui de l'autonomisation de la femme dans 4 secteurs, au niveau économique, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau juridique. Au niveau économique, l'autonomisation de la femme se traduit par son facile accès au crédit depuis 2011. Et je voudrais profiter de ce micro pour saluer Madame la Première Dame, qui a le leadership en matière d'autonomisation de la femme au plan économique. Elle a octroyé et continue d'octroyer à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire des fonds, des crédits pour leur permettre de se prendre en charge, pour leur permettre d'être autonomes. Il y a également, au sein même du ministère, le fonds qu'on appelle le fonds Femmes et Développement, qui est octroyé aux femmes également pour se prendre en charge. Et je voudrais signaler que le fonds de la Première Dame est octroyé avec seulement 1% de remboursement. Celui du ministère, c'est 2%. Et vous avez dû voir cette semaine à la télévision que le ministère du Commerce également a entrepris avec certains partenaires d'octroyer 5 milliards à 2000 femmes au taux de 8%. Donc en matière économique, beaucoup de choses ont été faites. En matière de santé, on peut citer la gratuité ciblée. Les femmes ne doivent plus mourir en couche. Elles doivent se prendre en charge, se soigner pour être bien portantes et donc pouvoir exercer le métier qui leur convient. En matière d'éducation, je crois que vous avez noté, c'est l'école obligatoire pour tous, et hommes et femmes. Vous avez vu cette année les taux de succès aux différents examens, CEP, BPC, etc. Et il y a également l'alphabétisation, l'accès à l'alphabétisation pour les femmes qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Également, nous avons des maisons digitales au niveau du ministère qui nous permettent d'alphabétiser ces femmes-là. Et il y a également des programmes d'alphabétisation. Et au niveau juridique, je peux citer la loi sur le mariage en termes d'avancée. Avant, la femme était sous le couvert de l'homme. Maintenant, ce sont les deux qui gèrent le foyer. Et il y a également les pensions pour veufs. Avant, c'était les femmes qui bénéficiaient de pensions de leur époux. Et même quand la femme contribuait en travaillant, l'homme ne pouvait pas bénéficier. Et bon, ça fait partie d'une avancée au plan juridique, toujours en matière d'autonomisation de la femme. Mais je voudrais également citer des avancées en matière de leadership et de participation politique de la femme. Vous savez, la représentation des femmes dans les assemblées élues est très importante pour parler de femmes, d'avancées, en tout cas avec les Nations Unies. Et on peut constater que l'existant, c'est 12% de présence de femmes à l'Assemblée nationale, 12% de présence de femmes dans les mairies et seulement 15% de présence de femmes dans les conseils régionaux. C'est une avancée parce que auparavant, nous n'avions pas ces chiffres-là. Je peux également citer la présence de femmes à 33% dans le Conseil économique et social. Et il y a seulement 2 semaines, le président de la République a joint l'acte à la parole en nommant à égalité 50% de présence de femmes au Conseil constitutionnel. Nous considérons que ce sont des avancées. Et au niveau juridique, toujours en matière de leadership, nous pouvons noter depuis 2016 l'inscription de la parité dans la Constitution. Et parlons donc de l'institution de la parité dans la Constitution. Vous parliez tout à l'heure de 12%, 15%. Certes, ce sont des avancées, mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas effectivement arriver à ces 50%? Est-ce qu'il y a des blocages ou bien est-ce que les blocages sont à différents niveaux? Il y a des blocages socioculturels qui font qu'on voit toujours la femme comme cette personne qui doit rester à la maison, préparer, s'occuper des enfants. Et c'est pour cela que le président a inscrit la parité dans la Constitution. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Très bientôt, c'est vrai que c'est dans la Constitution, mais il nous faut une loi. Il faut une loi qui soit contraignante, il faut une loi qui soit coercitive, il faut une loi également qui soit incitative. Ça veut dire quoi? Les structures, les organes qui optent pour la parité, qui traduisent la parité en actes, doivent être encouragés. Mais en même temps, les structures et les partis politiques qui ne le traduisent pas en actes doivent être pénalisés. Donc c'est une loi qui est en préparation et très bientôt, nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire pour en parler.
Pour sensibiliser aussi les femmes, elles-mêmes bénéficiaires qui ne sont pas vraiment tout le temps informées de leurs droits. Mais c'est une loi qui est faite pour les femmes, par les femmes, avec toutes les personnes qui sont sensibles au genre. Donc, les femmes seront sensibilisées à cette loi. Alors, vous avez parlé de santé de la mère, vous avez parlé d'éducation. Voilà. Mais en termes de protection contre les violences faites aux femmes, quelle est la politique nationale? Il y a donc 4 piliers pour la femme. Il y a l'autonomisation dont j'ai parlé, il y a le leadership et la participation politique. Il y a également la lutte contre les violences basées sur le genre. Des avancées en la matière, je peux citer 6. Il y a par exemple l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, qui permet à tous les opérateurs, tous les partenaires d'avoir une boussole pour réaliser des activités de lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a l'existence du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre, avec 55 plateformes qui sont identifiées et qui fonctionnent sur l'ensemble du territoire ivoirien. Il y a également l'existence d'un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre pour mieux adresser la question. Il y a, depuis le mois de mai, les forces armées de Côte d'Ivoire qui sont sorties de la liste des pays qui violaient les droits des femmes. Et c'est vraiment une avancée pour la Côte d'Ivoire. Il y a également l'existence de centres d'accueil pour femmes sur l'ensemble du territoire, les femmes battues, les femmes qui sont victimes de violences quelconques. Voilà. Et il y a enfin, il reste 2 autres. Il y a la lutte, il y a une loi qui a été votée en 2016, c'est la loi 2016-11-11, qui lutte contre la traite des personnes, parce que la traite des personnes, en majorité, ce sont les femmes et les enfants. Les femmes, les enfants et les jeunes. Mais le visage qu'on voit, c'est surtout le visage des femmes. Donc pour nous, c'est une avancée qui permet désormais de réprimer, de réprimer tous ceux qui s'adonnent à cela, mais de protéger également les femmes qui en sont victimes et surtout de faire beaucoup de prévention pour que nous n'ayons pas à avoir des femmes victimes de traite. Et puis, accompagné par la loi, il y a l'existence d'un comité national de lutte contre la traite des personnes et ce comité est dirigé par le Premier ministre Amadou Gon lui-même pour montrer l'importance de la place de la femme dans le dispositif du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et puis, dernière des choses, c'est le pilier paix et sécurité. Le pilier paix et sécurité nous montre les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de réconciliation sociale, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Comment nous percevons cela? Nous avons désormais une stratégie nationale de réconciliation nationale et de cohésion sociale qui met la femme au cœur du processus de paix dans notre pays. La femme est vecteur de cohésion sociale et nous avons bien vu que les femmes ont joué un rôle très important dans la médiation lorsqu'il y avait la belligérance. Les femmes ont également donné l'exemple quand il s'est agi de répondre à l'appel du président de la République qui était de faire rentrer les réfugiés. Ce sont les femmes qui étaient devant avec les enfants et en tirant les hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% des réfugiés sont rentrés. Je pense que on peut considérer cela comme des avancées. Et puis, dernier point sur cette question, c'est ces femmes qui sont revenues sont des animatrices pour la promotion de la paix dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et dans les zones où les conflits ont été très intenses. Voici les 4 grands piliers qui font que la femme en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a des défis à relever, mais il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara et sous le leadership éclairé de M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et bien sûr le regard bienveillant de M. le vice-président Daniel Kamlandenga. Alors, au nombre des avancées, il y a aussi le Conseil national de la femme qui a été institué en 2015. La dernière question, la toute dernière, où en est-il aujourd'hui? Le Conseil national de la femme a été institué, pas en 2015, il a été institué en 2007. Mais il a été activé. Il était dormant, il a été activé en 2015. Tout ça, c'est le leadership du président Ouattara. Il a été activé en 2015. C'est un outil qui permet aux femmes de se prendre en charge elles-mêmes. C'est un outil qui permet aux femmes de décider elles-mêmes de leur destinée. Et le gouvernement et les partenaires et les ONG ne feront qu'accompagner ce processus-là.
Donc nous sommes en train de le redynamiser afin de le rendre autonome, afin que nous ayons des représentants des femmes, quelle que soit la couleur politique. Ce n'est pas une affaire politique, quelle que soit la couleur politique, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir donc des interlocutrices qui vont parler au nom des femmes. Merci à vous, Madame la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à 20h pour un nouveau journal sur RTI 1 et très bon dimanche à tous.